Yo les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, content de vous retrouver ce soir avec bien sûr notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette énième soirée au plaisir. Voilà. Alors, merci les amis d'être présents ce soir. Je vous invite tous à partager le live qui est diffusé, comme je vous l'ai dit, essentiellement sur la chaîne YouTube Altitude, sur TikTok et sur Twitter. Et bien sûr, vous pouvez revoir plus tard l'émission qui sera en différé sur la chaîne de Monsieur Cohen. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir en direct, partager un maximum. Et comme d'habitude, si vous avez la possibilité de soutenir la chaîne, il y a le petit lien PayPal en description. Monsieur Cohen, on va Oui, discuter ce soir. Donc, j'ai titré le live ce soir, la chronique, le Grand Israël, oui, projet réaliste ou utopique. Vous vouliez nous d'accord, apporter votre analyse sur cette question. très bien. Et du coup, je voulais vous montrer un petit audio de monsieur, Netanyahou qui avait fait une Oui, entretien avec, le média israélien, non, le média I24 News, pardon. d'accord. Et du coup, je vais vous faire écouter ça et après vous pourrez développer sur la question. Alors, je re hop, je retrouve, je retrouve le alors une petite seconde, que je retrouve là. Hop, alors, ici. Est-ce qu'il y a du son? Je suis pas sûr, mais on va voir quand même. S'il n'y a pas le son, je vais vous le passer avec le téléphone, là. Heu, alors, ici. Heu, Partage d'écran. Opéra. Hein, téléchargement. Là. Non, c'est pas ça. Ça, pardon, là. Est-ce qu'on l'a à l'écran? Oui, On l'a à l'écran. OK, très bien. Heu, Hop, alors, je vais je vais mettre, c'est parti. Alors, c'est que c'est là, là. Allez, je vous envoie ça. Vous me dites. מה זה? זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. אני לא נותן את זה לך, אני מעניק את זה לך כדי שתיתן את זה לרעתך שרה. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. זה ישראל השלמה. Le présentateur Sharon Gall a demandé à Netanyahou s'il se sentait proche d'une vision du grand Israël. מאוד. באמת? מאוד. זה ישראל השלמה. Voilà. bien. Alors, allez-y, monsieur Cohen. Oui. Alors, euh, bon, pour moi, je vais peut-être vous surprendre, mais mardi, j'ai fait une vidéo de 2 heures avec Lou, centrée principalement sur le sionisme, enfin mon parcours, mais enfin, grosso modo sur le sionisme. Bon. Et on est arrivé à la question du Grand Israël. Bon. Et je vais vous donner mon point de vue. Euh, vous savez que j'ai fait partie d'un mouvement de jeunesse sioniste pendant 3 4 ans. J'ai été souvent en Israël, enfin des courts séjours, mais quand même de 1 à 2 mois. J'ai un niveau suffisant en hébreu pour en tout cas comprendre l'essentiel des journaux. En tout cas, pendant
50 ans, je n'ai jamais entendu parler de Grand Israël. Voilà. Je pense que c'est une notion qui est plutôt développée ici en France. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, peut-être. En tout cas, il y a, vous savez, le mouvement sioniste dans les années 20 et 30 n'était pas unifié. Et ce n'est pas un mouvement unique. Ce n'est pas par exemple comme le FLN. Voilà. Il y avait un grand mouvement central, celui de Ben Gurion, évidemment, qui avait la grande majorité, mais il y avait sur sa gauche un parti minoritaire et un parti communiste. Et à sa droite, il avait ce qu'on appelle des groupes terroristes, le groupe Stern et l'Irgun. Bon. Et il y avait un petit parti ultranationaliste, celui de Zeev Zabotinsky. Et ce Zabotinsky, qui pour moi, il représentait peut-être 5% de l'ensemble des sionistes à l'époque. Il avait effectivement, lui, il rêvait d'un grand Israël. Et cette carte-là qu'on vous montre des fois, elle vient de son parti, qui incluait la Jordanie, etc. Bon. Bon, évidemment, pour les sionistes de l'époque comme Ben Gurion, c'était tout simplement une utopie, mais totale. Je vais juste vous rappeler une chose. En 1948, quand l'État d'Israël a été proclamé, la population juive était de 600 000. Bon, d'accord. Et bon, on ne peut pas dire qu'on rêvait d'extension. Cela étant, la guerre de 67 a permis aux Israéliens d'étendre leur territoire de 4 à 5 fois. Bon. Mais, vous savez, le Sinaï, ils ont essayé de le coloniser. En fait, c'était impossible parce que c'était un territoire qui faisait 10 fois ou 15 fois le territoire israélien. Bon. Et donc, oui, voilà, cette carte-là, elle me paraît. Enfin, pour moi, je vais développer tout ça. Bon. Donc, en fait, ce que je vous ai dit, c'est que je n'ai jamais entendu parler de cette expression, le Grand Israël. L'extrait que nous avons entendu tout à l'heure, avec Netanyahou, que je connaissais d'ailleurs, et que j'ai évoqué dans la vidéo avec Lou mardi, Netanyahou parle en hébreu, il utilise le terme Israël complète ou entière. C'est pas la même chose que Grand Israël. C'est-à-dire qui comprendrait ce qui est fondamentalement, ce qui appartiendrait fondamentalement à Israël, c'est-à-dire par la tradition, etc. Bon. Or, les territoires qui appartenaient à Israël selon la Bible, c'est surtout, se trouvent en Cisjordanie. Ce sont les territoires historiques. Il y a Hébron, par exemple, où est enterré Abraham. Il y a Naplouse, qu'ils appellent Shrem. Et donc, cela dit, Israël n'a pas renoncé à étendre son territoire. Mais ce sont des extensions minimes, c'est-à-dire le Golan. Quand je dis minime, c'est-à-dire même par rapport au territoire israélien, ça fait peut-être 10% du territoire, l'équivalent de 10% du territoire israélien, ce qui n'est pas, enfin, quand vous regardez une carte, c'est pas grand-chose, voilà. Maintenant, ils ont tenté de s'étendre au sud Liban, ça n'a pas marché. Ils vont tenter de s'installer à Gaza. Vous savez qu'ils sont installés à Gaza. Ils sont partis en 2005 parce que
il y avait 8000 colons sur 2,5 millions d'habitants. Et la situation était intenable. Et donc, ils se sont concentrés sur la Cisjordanie et le Golan. Bon. Donc, c'est sûr et certain que les Israéliens vont chercher à éventuellement conquérir le sud Liban. Et encore, ils ont eu du mal. Bon, mais admettons, voilà. La côte de la mer Rouge qui va jusqu'à Sharm el-Sheikh, je pense que pour eux, elle est complètement, enfin, c'est une utopie totale, puisque le régime égyptien, je pense, il est suffisamment assez fort. D'ailleurs, on a vu la vulnérabilité des Israéliens, mais sur le plan militaire. Il y avait une obsession d'Israël en ce qui concerne la conquête de la rive est du Jourdain, c'est-à-dire le fleuve qui sépare Israël de la Jordanie. Mais jusqu'à présent, les Israéliens n'ont pas osé y toucher. Bon. Donc, imaginez un instant, enfin, je veux dire, ce petit pays qui veut aller, enfin, qui aurait voulu aller jusqu'en Irak. Donc, l'extrait qu'on nous a montré, il ne va pas dans le sens du grand Israël. D'accord? Voilà, parce que les termes hébreux qu'il a utilisés, ça veut dire Israël complète. C'est pas la Jordanie, l'Irak ne font pas partie, à ma connaissance en tout cas, n'ont jamais fait partie d'Israël. Bien sûr, ils sont cités dans la Bible. Abraham a fait un passage peut-être, mais bon, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, les tribus, les 12 tribus, ils ont vécu sur le territoire, la Cisjordanie et Israël actuel. Voilà, bon. Et rationnellement parlant, on voit mal comment, pour aller en Irak, mettons, pour aller en Irak, il faut gagner la Jordanie. Or, la Jordanie, je pense qu'il y a 5 ou 6 millions d'habitants, ou 8. Ce sont des anti-israéliens incroyables. C'est-à-dire que ces gens-là, il y aura 3 ou 4 millions de Jordaniens qui prendront un couteau ou une hache pour combattre les Israéliens. Donc, ça ne sera pas une promenade de santé. Mais en fait, ils n'ont même pas, enfin, je veux dire, déjà, ils ont du mal, c'est-à-dire pour remplir la Cisjordanie. Voilà. En fait, pour moi, il y a un empire sioniste. Il y a un empire. Mais cet empire, il impose son autorité pas par la colonisation, pas par l'occupation. Il n'aurait pas tout simplement pas les moyens, mais par la terreur, la menace, le renversement. Par exemple, aujourd'hui, la Jordanie, l'Arabie saoudite, ce sont des pays, l'Irak, etc., qui obéissent, enfin, en tout cas, ils ne font rien, ou la Syrie, ou l'Égypte, ils ne font rien qui puisse énerver Israël. Voilà, pour le dire poliment. Ils collaborent, voilà. Et c'est ça, pour moi, le sens de l'empire sioniste. Voilà. De l'empire israélien, ça veut dire qu'ils imposent une pax israélana, une paix juive, une paix israélienne. Ça veut dire que ces pays-là ne sont pas indépendants. Enfin, où ils sont pas totalement souverains. Ils peuvent pas se faire ce qu'ils veulent. Voilà. Par exemple, ils assistent impuissants au génocide à Gaza. Voilà. Ils ne sont même pas capables d'envoyer des camions d'aide. Parce que Israël leur a dit, vous n'enverrez pas des camions d'aide. Voilà. Et ils n'envoient pas. Et c'est ça l'empire. L'empire, ça veut dire un centre névralgique puissant, capable de taper fort sur celui qui ose relever la tête. Voilà. C'est ça l'empire. Donc Israël n'a pas besoin de coloniser, d'occuper, etc. Non,
Il suffit qu'ils disent hé, vous faites ceci, vous faites cela, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Et il est obéi. Voilà. C'est ça un empire. Un empire qui n'a pas les moyens, c'est pas comme les Romains. Et encore, même les Romains faisaient ça. Les Romains ne pouvaient pas coloniser partout. Maintenant, Lou, il avait sorti un argument auquel je crois n'avoir pas répondu parce que peut-être j'avais pas le temps ou j'y avais pas pensé. Et lui, il m'avait dit oui, mais certes, mais c'est peut être un projet à long terme. Ça veut dire sur un siècle ou deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a seulement 7 millions d'Israéliens juifs. C'est très peu pour réellement faire ce grand Israël. Mais c'est dans un siècle ou deux. Après tout, on peut imaginer, par exemple, qu'Israël puisse réunir 10 millions ou 5 ou 6 d'autres millions de juifs avec la natalité, etc. Or, cet argument ne tient pas. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je pense, et il y a des raisons à cela, et je vais les développer. Pour moi, la puissance israélienne a atteint un pic, et la puissance israélienne est sur le déclin. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Mais ce déclin, je vais l'expliquer. Et c'est pour ça que Israël n'est même pas sûr, à mon avis, n'est même pas sûr d'exister en tant qu'État juif ou État sioniste dans 50 ans. Alors, à plus forte raison qu'il ne va pas se lancer dans des opérations de conquête. Voilà. Donc, pour moi, Israël est entré dans le processus du déclin. Pourquoi? La semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière qu'on avait fait une vidéo sur la fuite des cerveaux. Vous imaginez, sur une population juive de 7 millions, il y a 100 000 qui sont partis en l'espace d'un an et demi. Et les 100 000 qui sont partis, ce ne sont pas des gens qui reçoivent de l'aide sociale, ce ne sont pas les religieux qui passent leur temps à étudier. Ce sont des gens qui ont un très bon job parce qu'ils sont capables d'aller à l'étranger, ils sont sûrs de trouver un emploi. D'ailleurs, ils appellent ça la fuite des cerveaux. Et à mon avis, c'est un processus irréversible. C'est-à-dire de plus en plus de gens vont partir. Pourquoi? Parce qu'Israël est entré dans une période, à cause du gouvernement, etc., enfin à cause de l'extrême droitisation du gouvernement, etc., est entré dans un processus guerrier interminable. Et ce processus guerrier, il demande l'implication des réservistes. L'armée israélienne, c'est une armée qui est faite de réservistes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans. D'accord? Ça veut dire, ces gens-là ont abandonné leurs femmes, leurs enfants, leur job, leur commerce, leur café, etc. Et ils passent 3 mois, 4 mois à faire la guerre. Bon. Est-ce que vous imaginez, ça fait 2 ans que ça dure, est-ce que vous imaginez le traumatisme que ça crée? Il y a énormément de suicides, il y a des divorces, il y a des faillites. Or, et c'est pour ça qu'il y a 100 000 personnes qui sont parties. 100 000 personnes, ça veut dire que leurs enfants ne vont plus recevoir l'éducation sioniste, le lavage de cerveau sioniste. Et donc, ils vont aller dans les écoles à Berlin, ailleurs, enfin, je sais partout où ils vont vivre, et ils vont respirer la liberté. Voilà. Et donc, ces gens-là sont perdus pour l'idéologie sioniste. Parce que l'idéologie sioniste, elle réussit grâce au lavage de cerveau permanent. Mais ce n'est pas un lavage de cerveau dictatorial comme il se fait dans les grandes dictatures. Pas du tout. C'est fait avec une espèce de joie, de rassemblement, et on fête ensemble, et on est bien ensemble, etc. Mais c'est un système totalitaire
qui bouffent le cerveau des enfants jusqu'à les rendre hystériquement capables d'aller faire la guerre pendant des années. Voilà. Et ça marche très très bien. La plus grande, à mon avis, une des plus grandes réussites du sionisme, c'est d'avoir convaincu sa propre population de faire une guerre interminable. Mais à un moment donné, avant, il y avait des guerres qui duraient quelques semaines. Jamais Israël n'a fait des guerres de plus de 3 mois. Jamais. Même la guerre de Kippour a été relativement brève. C'est-à-dire, elle a fait 2 mois ou 3 mois. Bon. Et là, ça fait 2 ans qu'ils sont embourbés. Et je répète, ce sont des gens qui ont 30 et 40 ans. Donc, non seulement il y a des gens qui partent, mais il y en a peu qui arrivent. Vous savez, en Israël, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faisait 600 000 personnes, 600 000 habitants en 1948, aujourd'hui, ils sont entre 7 millions et demi de juifs israéliens. Donc, c'est quand même, mais grâce à l'immigration. Chaque année, Israël reçoit entre 30 000, 40 000 ou 50 000 juifs de l'étranger, principalement d'Amérique, de France et de Russie. Bon. Mais ces gens-là, ils ne vont plus venir. C'est-à-dire, ils voient la situation. Et donc, ils viendront peut-être 5 000, 10 000, mais plus les 30 000. Il y a aussi un autre phénomène de l'affaiblissement d'Israël. Quand je dis qu'Israël va être sur le déclin, c'est que Israël est une très grande puissance militaire et technologique. Bon. Et donc, par exemple, récemment, ils ont signé un contrat, je crois que c'était avec l'Allemagne et l'Inde, qui porte sur des milliards de dollars. Donc, c'est une grande puissance. Sauf que il y a jusqu'à la guerre de Gaza, jusqu'au génocide de Gaza, on fermait les yeux sur Israël. C'est-à-dire, bon, Israël était un État qui occupait un petit peu la Cisjordanie, mais disons, il y avait une forme de stabilité, il y avait l'autorité palestinienne qui arrangeait les choses, etc. Mais aujourd'hui, l'état d'esprit a changé. C'est-à-dire, aux États-Unis, je crois que j'en ai parlé, il y a un renversement extraordinaire qui se développe. Pour la première fois cette année, Israël va être, enfin pas Israël, 4 pays boycotteront l'Eurovision parce qu'Israël y est. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le renversement que cela représente. C'est-à-dire Israël peut devenir un paria sur le plan international. Jamais on n'a osé toucher à ça. Bien sûr, la FIFA n'a pas suivi, etc. Mais on a entamé le processus. Et donc, tous ces faits que je viens de développer et de réunir, sans compter un élément très important que j'ai failli oublier. Pour ceux qui connaissent, enfin moi je connais bien la société israélienne, ils ont toujours eu la trouille de la guerre civile. Toujours. Ce sont des gens qui sont conscients que ce sont des communautés, les Juifs, qui vivent, il y a 5 ou 6 communautés différentes. Je vous assure qu'ils se détestent à un point incroyable. Voilà. Moi, j'ai dans ma famille, par exemple, des religieux et des laïcs. Mais s'il n'y avait pas la guerre à l'extérieur, ils se détestent terriblement. Il y a les Ashkénazes et les Séfarades. La division existe malgré tout. Il y a les Noirs qui sont venus d'Afrique. Ils sont des citoyens de 3e zone. Et il y a les riches et les pauvres. Cette semaine, j'ai lu, vous savez, Israël est une très grande puissance technologique, etc. Il y a des tours à Tel Aviv et tout. Mais sur une population de 9 millions,
et demi comptant les Arabes et les Bédouins. Cette semaine, j'ai lu un article comme quoi il y a 1 200 000 enfants qui ne mangent pas à leur faim en Israël. Donc c'est pas, vous savez, il y a qu'on montre Tel Aviv avec ses tours et tout, mais il faut aller dans les colonies, enfin pas dans les villes de développement, les quartiers défavorisés, etc. Voilà. Donc il y a énormément, et il y a souvent des appels, et d'ailleurs ça se voit que ce sont des gens qui craignent la guerre civile. Parce que quand on connaît les médias israéliens, il y a souvent des appels à la radio, etc. Il ne faut pas attention à la haine gratuite. Ça, c'est comment dire, on dit que le temple, le premier temple et le deuxième temple ont été détruits à cause de la haine gratuite. Voilà, ça, c'est l'expression consacrée. La haine gratuite entre juifs, d'accord? Et il y a toujours des appels pour éviter cette haine, pour se réconcilier, etc. Ça veut dire ils ont la trouille de comment dire, d'une explosion entre eux, au sein des communautés. Voilà. Donc, voilà, tous ces développements montrent qu'Israël est sur le déclin. Bien sûr, ce déclin, il ne va pas venir demain, mais il est inexorable. À mon avis, c'est un phénomène qui est désormais irréversible. Et il ne peut plus, d'autant plus qu'Israël ne retrouvera jamais la paix intérieure, la paix civile. Pourquoi? Parce que les religieux se multiplient, enfin bon, à un rythme du style 8, 10, 12 enfants. Et ces religieux, la plupart ne veulent pas travailler. Ils ne font pas l'armée. D'ailleurs, il y a un projet de loi. Ils ont toujours été exemptés du service militaire. Et il y a en ce moment un projet de loi que Netanyahou veut faire passer pour les exempter, malgré l'ordre de la Cour suprême d'adopter une loi égale pour tous. Parce que les religieux sont devenus incontournables dans le paysage politique israélien. Et donc, ça augmente la frustration et la haine contre les religieux. Voilà des jeunes qui ne défendent pas le pays, alors que des réservistes qui ont 30 et 40 ans sacrifient leur famille, etc. Et ça augmente la haine entre religieux et laïcs, etc. Voilà, donc c'est pour ça que le projet du Grand Israël, on peut l'oublier. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'Israël est plutôt sur le déclin. C'est un déclin qui est, à mon avis, irréversible. Vous savez, il y a plusieurs signes, par exemple, même dans certaines universités américaines, même en Norvège, par exemple, la Norvège a ce qu'on appelle un fonds, voilà, un fonds souverain. C'est quoi un fonds souverain? Quand un pays a beaucoup d'argent qui vient, par exemple, du pétrole, comme la Russie ou la Norvège a un fonds souverain qui fait quelque chose comme 1000 milliards. C'est colossal. C'est 1000 milliards pour l'avenir. Ça veut dire que quand ils gagnent de l'argent du pétrole, ils le mettent dans ce fonds et ils investissent. Et une partie de ces investissements allait en Israël. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, les compagnies, etc., mais certains investissements ont été retirés. Bien sûr, au début, c'est peu, mais c'est le mécanisme qui compte, c'est-à-dire c'est le démarrage d'un mécanisme qui va aller en s'accentuant. Voilà, donc je pense que, enfin pour résumer, le Grand Israël est une lubie qui n'a aucune chance, que même enfin je le répète, que même les Israéliens ne mettent pas en avant. Voilà. Voilà, s'il y a des questions. Alors,
Alors, merci M. Cohen pour votre analyse sur la question. Je vais prendre une question qui vient de tomber là sur le chat. Israël sur le plan du détournement des flux financiers. Alors, question, la relation, M. Cohen, Israël-Ukraine sur le plan du détournement des flux financiers. Vous en pensez quoi? Alors, Israël est un État déjà, vous savez, on parle d'un État corrompu en Ukraine, et ça aussi, ça fait partie de la puissance israélienne. C'est-à-dire, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais disons, je sais, comme ça, je parle des infos, etc., qu'Israël n'a jamais été un État respectueux des règles internationales sur les transferts de fonds. Par exemple, beaucoup de délinquants financiers de grande envergure se réfugient en Israël, par exemple. Israël a toujours refusé, peut-être ça a changé, mais en tout cas, je sais qu'il avait toujours refusé d'accepter les contrôles d'organismes financiers internationaux. Parce que c'est une arme à sa disposition pour se renforcer, pour gagner de l'argent, etc. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'Iran Gate, si vous avez entendu parler de l'Iran Gate, quand l'Iran de Khomeini était en guerre avec l'Irak, la CIA a utilisé de l'argent, de la drogue, pour vendre des armes à l'Iran. Voilà. Bon. Et Israël était impliqué. Bon, je ne saurais pas vous dire de quelle manière, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les Israéliens ne sont pas blancs comme neige en matière de finances internationales. Bon. Sans compter que les grands oligarques ukrainiens, au moins les 2 plus grands ou 3 plus grands sont juifs. Et ils ont des biens en Israël. Donc, même si je suis incapable de vous faire un tableau descriptif de ces liens financiers, mais il est certain qu'Israël doit servir de paradis fiscal, de dépôt, etc., pour pas tout l'argent, enfin en tout cas une grande partie de l'argent qui est détourné par le régime ukrainien. Voilà. Alors, merci pour votre réponse. Alors, les amis, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, non, ce n'est pas une rediff, c'est en direct avec Monsieur Cohen. Nous avons avancé exceptionnellement à ce soir, jeudi, cette chronique qui est habituellement le vendredi soir. Pour celles et ceux qui ont des questions et qui veulent intervenir, donc je vous donne la parole volontiers. Polisario, tu es monté. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, Altitude, comment tu vas? Ça va, merci. Je suis avec Monsieur Cohen, donc si tu as une question ou si tu veux réagir sur le sujet, je t'en prie. Non, c'était pas sur le sujet. Je sais pas si tu as entendu l'histoire là de la femme de ménage algérienne là qui. Alors, excuse-moi, Polisario, on va quand même rester sur le sujet avec Monsieur Cohen et on fera une transition peut-être après sur un autre sujet. On va rester sur la question du grand Israël, pardon, et je te redonnerai éventuellement la parole plus tard. Ouais, vas-y, ça marche, pas de souci. Je te remercie. Voilà. Monsieur Cohen. Oui. Donc, sur cette question, tout à l'heure, vous avez fait allusion, c'est intéressant, parce que cette allusion que vous faites à la pauvreté en Israël, Oui. vous avez parlé d'un chiffre quand même assez éloquent, important, 1 million d'enfants à peu près. Moi, ça me fait... Alors, bien sûr, je vais faire le parallèle avec la Suisse de l'Afrique, le Maroc, où il y a un pays qui est extrêmement développé dans les grandes villes par rapport au tourisme et tout ça. Mais aux alentours, quand on s'écarte un petit peu des grandes villes, c'est un petit peu pareil. Il y a pas mal de pauvreté. Est-ce que c'est un lien de cause à effet? Est-ce que c'est... Parce que, vous savez, Israël était un pays, moi je l'ai connu à la fin des années 60 et les années 70, c'était un pays quasi communiste.
Par exemple, quand ma famille, mes parents, etc., sont arrivés, on leur a donné un appartement. Enfin, on les a mis dans un appartement et on leur a dit, si vous pouvez payer, sinon vous nous donnez 10 euros ou 20 euros. Enfin, voilà. Bon. Et la médecine est gratuite. Enfin, mais vraiment, il y avait quasiment pas de millionnaires ni de milliardaires. Toute la classe politique, les dirigeants politiques et militaires, jusque dans les années 70, vivaient dans des kibbutzim, c'est-à-dire dans ces centres communautaires. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien en propre. Ben Gurion n'a jamais possédé une bicyclette ou une voiture. Et de même pour tous les généraux, etc. Enfin voilà, c'est-à-dire, donc c'était vraiment un pays socialisant, communiste. Le transport était très très bon marché, enfin, et tout le monde vivait correctement. Voilà. C'est-à-dire, bon, il n'y avait pas de riches, mais tout le monde vivait correctement. Les importations étaient limitées, les voyages à l'étranger pour les gens étaient limités, etc. Et à partir des années 90, c'est Netanyahou justement qui a introduit le capitalisme à outrance. Il a fait la politique de Reagan ou de Margaret Thatcher. C'est-à-dire, les riches, allons-y, donc les tours, le fric, les milliardaires, etc. Mais ça, en général, quand on permet aux grands financiers de s'enrichir, ben, c'est au détriment des pauvres, parce qu'il n'y a plus de logement pour les pauvres. Moi, par exemple, à l'époque, enfin, je veux dire, il n'était pas question qu'il y ait un ESF, par exemple. Je veux dire, n'importe qui, il allait au service du logement, il obtenait un appartement. Je vous assure, voilà, c'est comme ça. Je connaissais par exemple quelqu'un qui s'était marié dans le patelin où habitaient mes parents. Eh ben, il s'est marié, il est allé voir je sais pas moi, le service local, on lui a donné un appartement. Voilà. Qu'il le paye ou pas, ça n'avait pas d'importance. C'est ça le truc. Donc tout c'était vraiment un régime entre socialistes et communistes. Et bon, il y avait pas même Tel Aviv était une ville quasiment provinciale. Enfin, je veux dire, il n'y avait presque pas d'immeubles. Enfin bon, il n'y avait pas d'autoroute. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Aujourd'hui, il y a un système, c'est un Israël à deux vitesses. Voilà. C'est-à-dire un Israël moderne, riche, avec vous savez, par exemple, enfin, c'est juste incroyable. Il y a une chanteuse qui sort avec un footballeur. Enfin bon, c'est juste comment dire, un fait divers. Mais pour vous dire, elle a acheté un penthouse à Tel Aviv, elle a payé 4 millions de dollars. Enfin, je veux dire, imaginez, enfin, alors que un appartement dans une banlieue très très lointaine va faire peut-être 100 000 dollars, enfin, ou 150 000 dollars et encore. Donc, enfin, vous voyez un peu le décalage entre une minorité huppée, riche, qui s'éclate. Par exemple, moi, quand je visitais Israël dans les années 60 et 70, mais il n'y avait quasiment pas de gens qui avaient des bateaux, il n'y avait pas de marina. Je vous assure, aujourd'hui, il y a des marinas avec des bateaux de luxe, etc. Donc, tout ça fait que, certes, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, mais au détriment d'autres. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, une fois, j'avais eu un problème médical, on a appelé un taxi, je suis allé tout de suite, soigné gratuitement, machin, etc. Aujourd'hui, pareil, tu attends, je ne sais pas combien, on attend des semaines ou des mois pour une opération, parce que voilà, tout le système, il est basé sur le fric. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y ait des gens, enfin 1 million, comme j'ai dit, 1,2 million, qui ne mangent pas à leur faim. Voilà. Ah, alors, Parce que le système capitaliste, il permet, c'est-à-dire la financiarisation du système. Voilà. ok, merci M. Cohen. Alors, justement, alors je salue Karim qui est là, qui vous salue, M. Cohen aussi, et qui dit, Oui. que l'effort de guerre israélien est financé à 70% par les États-Unis. La source, c'est Le Monde diplomatique. C'était une parenthèse.
Ah, je dirais même il est financé à 80% même. Enfin, je veux dire, d'abord, les États-Unis versent 4 milliards de dollars par an euh, comme aide militaire. 4 milliards. C'est l'équivalent. Imaginez si la France, par rapport à la population, c'est comme si la France recevait 30 milliards par an. Est-ce que vous imaginez quel est le budget de la défense en France? Il doit être autour de 40 ou 50 milliards. D'accord? Bon. Eh ben, Israël, et ça, c'est comment dire? C'est l'officiel. Voilà. C'est-à-dire, c'est la somme officielle. Après, par exemple, quand il y a la guerre de Gaza, les États-Unis ont versé, je ne sais pas, 20 milliards. Donc, en fait, c'est pas seulement 4 milliards. Donc, quasiment tout est financé. Et puis, il y a le financement privé d'Israël. C'est-à-dire, Israël vend des bons, ce qu'on appelle des bonds, des obligations. Donc, il y a des gens qui achètent 1 million pour 10 millions, etc. Et puis, il y a les aides privées. J'ai raconté cette histoire, par exemple. Un soir, ça s'est passé il y a quelques années, un soir, Spielberg, il a invité des amis producteurs, etc. Et à la fin du cocktail, il leur a dit, bon, sortez vos chéquiers, c'est pour Israël. Bon. En un soir, il a récolté 31 millions de dollars. Et hop, voilà, pour Israël. Et donc, mais imaginez, par exemple, vous avez des milliardaires comme Ellison, etc. Mais, enfin, je veux dire, c'est presque sans compter. Donc, c'est ça aussi qui tient Israël. Monsieur Cohen, comment dire, on m'a interpellé à plusieurs reprises sur vous concernant. Est-ce que vous y retournez, du moins vous y retournez ou vous y allez en Israël? Non, non, ça fait 20 ans que je ne suis pas allé. La dernière fois, ça remonte à 2004. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos, etc., le système est devenu très répressif. Vous savez, Israël était une grande démocratie. Mais à côté, c'est vrai, il y avait l'occupation. Mais bon, mais à côté de l'occupation, c'était un système très libéral. La presse était très libérale. Voilà. Les plus grandes critiques d'Israël venaient de la presse israélienne. Et les gens pouvaient rentrer en Israël, pratiquement tout le monde, personne n'était, presque pratiquement. Aujourd'hui, enfin depuis quelques années, la moindre critique sur Israël vous fait expulser, ou bien ils ont des dossiers, ils tapent. Enfin, c'est dommage. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête qui me reviennent, mais même des juifs. Par exemple, enfin, il y a un exemple. Vous savez, d'ailleurs, je l'ai posté sur mes comptes Telegram. Il y a une juive américaine, et c'est seulement il y a un mois ou 5 semaines, une juive américaine qui est allée aider les Palestiniens de Cisjordanie à récolter les olives. Bon. Je pense qu'on peut retrouver cet article sur mon compte Telegram, même si vous remontez à peu près 5 semaines. Eh bien, cette jeune femme juive américaine a été expulsée et interdite de revenir en Israël pendant 10 ans. Voilà. C'est un phénomène absolument. C'est ça aussi la fascisation du pays. C'est-à-dire, il ne permet plus la moindre critique, etc. Donc, moi, ça fait presque 10 ans que j'ai mis une croix sur ce pays parce que je sais que je serai refoulé. Donc, Voilà, donc vous craignez vous d'être arrêté là-bas si vous y retournez? non, pas arrêter, refoulé, c'est tout. Refoulé à la douane, ouais, Oui, oui, voilà. Oui, oui. d'accord. OK, on va donner la parole à Dada mon Dada, Dada mon Taba. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum, shalom, monsieur Cohen. Oui, Charles. Moi, j'ai une question à propos de monsieur Trump. Parce Oui. que avant son élection, on avait l'impression qu'il était American First Only. Il était pro-américain, vraiment, il s'attachait à un pur nationaliste. C'est d'ailleurs ce qui a fait un peu son élection aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'il voulait combattre un peu le système de l'AIPAC
qui concentre énormément d'argent et qui subventionne beaucoup l'État d'Israël. Mais j'ai l'impression qu'il est peut-être gêné par l'affaire d'Epstein et j'aimerais savoir ce qu'en pense M. Cohen. Bon, il y a deux choses. Il est certainement, enfin, il m'est difficile d'affirmer des choses, mais il avait, enfin, de ce que j'ai pu savoir, c'était quelqu'un de très proche d'Epstein. Voilà. Alors, et il était amateur de jeunes filles. Il aimait les toutes jeunes filles, voilà. Et donc, il a dû se passer des choses qu'on essaye d'étouffer en ce moment. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, il y a probablement peut-être qu'ils ont des enregistrements ou des vidéos et qu'ils n'aimeraient pas qu'on les fasse sortir. Il ne faut pas oublier quand même qu'Epstein était un agent du Mossad. Donc, il a travaillé pour le Mossad et donc que le Mossad, directement ou indirectement, possède des preuves sur pas mal de gens, des vidéos compromettantes. Et deuxièmement, Trump, il a reçu par exemple 100 millions de dollars d'une milliardaire juive. Alors qu'une veuve, la veuve de quelqu'un qui s'est enrichi dans les casinos de Las Vegas. Alors, je n'arrive pas à retrouver le nom, j'ai un trou de mémoire. Voilà. Mais bon, voilà. Il a reçu 100 millions de dollars et probablement, en tout cas, il a fait un chèque de 100 millions pendant la campagne électorale. Et donc, quand on donne de l'argent comme ça, ben, on attend des choses en retour. Et puis, il n'a pas envie, Trump, il sait, aujourd'hui, le rapport de force est tel, même s'il est en train de changer, mais le rapport de force au Congrès, il est à 90% pour Israël. Donc, il n'a pas envie d'affronter ce lobby. Il a envie de gouverner, enfin, d'être tranquille, parce que sinon, on va lui pourrir le reste de son mandat. Donc, quoi qu'il pense en son fort intérieur, il est obligé d'obéir à ce rapport, de respecter ce rapport de force, parce qu'il sait que dans le rapport de force actuel, il n'a pas le choix. Et c'est pour ça que il se soumet et il défend Israël. Voilà. Vas-y, on t'écoute, Dada. Dada, une fois, deux fois. Bon, je crois qu'il y a un problème de connexion. Monsieur Cohen, il y avait une question qui avait été Oui. posée par un auditeur qui suit apparemment les chroniques. C'est concernant, puisque vous dites que le projet sioniste est un échec, pourquoi dites-vous Non, alors ah, pardon, allez-y, terminez. bon, c'est la question, après vous pourrez répondre. Oui, allez-y. Euh, Pardon. pourquoi dites-vous donc que le projet sioniste est un échec? Non, puisque le projet sioniste est un échec, pardon, pourquoi dites-vous que les musulmans devraient s'inspirer de leurs méthodes sans éthique pour s'imposer de leur vue? Alors, le projet Pour sioniste, imposer leur vue, pardon. J'ai dit s'imposer, mais c'est le pour projet imposer leur sioniste est arrivé à une impasse. Enfin, et il va aller sur son déclin. Parce qu'à force de s'appuyer uniquement sur la force, enfin bon, je ne vais pas revenir sur, mais s'appuyer sur la force, et il a laissé se développer des tensions internes insoutenables entre les religieux, et les laïcs, etc. Et donc, c'est un échec dans la mesure où si le projet, à mon avis, le projet sioniste, un jour ou l'autre, il va éclater. C'est-à-dire, il va se trouver face à une impasse et il va s'écrouler. C'est pas, c'est un processus qui peut prendre, je sais pas moi, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas quelle voie il va suivre. Parce qu'il est face à des tas de contradictions que j'ai développées tout à l'heure. Donc, c'est pas, voilà, les départs, etc. Enfin bon. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais tous ces symptômes vont s'aggraver. Voilà. Pourquoi j'ai dit
j'ai toujours dit que les Arabes ou les musulmans devraient s'inspirer des méthodes sionistes, parce que les sionistes ont des méthodes, peut-être qu'on étudiera à l'avenir dans les universités ou dans les classes politiques pour s'en inspirer. Mais du point de vue de la propagande, enfin, ils sont champions du monde. Enfin, ils sont extraordinaires. Je vais regarder comment ils ont mis en coupe réglée l'Occident. Ben, c'est un petit pays avec des minorités dans les grands pays, ils les ont mis en coupe réglée. Ben, je veux dire, ils les dominent. Je veux dire, par exemple, je vais prendre un exemple. Le leader travailliste en Grande-Bretagne, je veux dire, le chef du parti travailliste qui allait devenir Premier ministre. C'est pas n'importe qui. Ils l'ont balayé. Ils ont fait une campagne pour qu'il soit balayé, sans qu'ils apparaissent. C'est-à-dire, on lui a monté une campagne alors qu'il est juif et on l'a accusé d'être antisémite. Mais pour qu'il démissionne ou pour qu'il soit renversé, c'est qu'ils ont fait des choses fantastiques. Moi, c'est en termes de propagande. C'est-à-dire, les Arabes ou les Palestiniens ou les Maghrébins en France ont des dossiers extraordinaires. Mais ils ne savent pas les utiliser. C'est en cela que j'ai dit, c'est pas quand je dis de copier les méthodes, pas les méthodes les viols dans les prisons ou l'occupation, pas du tout. Les méthodes d'infiltration, de propagande, et voilà, je pense que dans l'histoire, ils passeront, on étudiera leur méthode, parce que moi je trouve que pour le peu qu'ils sont et le peu de moyens qu'ils ont, ils sont arrivés à des résultats fabuleux, fantastiques. Regardez comment ils ont mis les États-Unis dans leur poche, alors que jusque dans les années 60, ils rasaient les murs, je vous rappelle. Et Voilà, justement, donc Monsieur Cohen, est-ce que oui, éthiquement parlant, c'est pas la bonne stratégie à employer? mais il n'y a pas d'éthique en parlant. Regardez par exemple les Ah mais Palestiniens. justement, si Non, les non, musulmans non, excusez-moi, Wally. Regardez les Palestiniens, par exemple. Ils ont un dossier, ils ont un truc pour montrer, pour délégitimer Israël qui passait pendant des décennies comme la seule démocratie au Moyen-Orient. Et tout le monde obéit. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Il aurait suffi qu'ils prennent l'affaire de Khalida Jarrar et en faire une affaire mondiale. Et ils ont les moyens de le faire et tout, et on aurait renversé cette. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Par connerie. Parce qu'ils sont bêtes et pas capables et incapables. Voilà, je suis désolé. Ça c'est éthiquement parlant. Au contraire, ils ont le droit de le faire. Ils sont obligés, ils sont dans l'obligation de le faire. Voilà. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils seraient défendus. La détention administrative, qui connaît la détention administrative en Occident? Appliquée par. C'est ça, utiliser les méthodes sionistes, c'est-à-dire prendre des affaires où on est dans le bon droit, on est dans son droit, on subit la détention administrative. Et malheureusement, le monde arabe ferme sa gueule. C'est-à-dire, il est incapable, il a un dossier fantastique. Je veux dire, en un an de propagande, vous savez, les sionistes, s'ils avaient une affaire comme ça, mais en un an, ils t'auraient massacré. Voilà. Donc, c'est ça qui me. C'est pas une question d'éthique. Et utiliser les méthodes de. Comment dire, d'efficacité. Voilà. C'est pas la tromperie. C'est juste défendre son dossier de manière intelligente. Voilà. Et d'accord, malheureusement, merci. les Arabes ne font pas. Voilà. OK. Merci Monsieur Cohen. On va accueillir Yessad qui va peut-être, vous poser une question d'ailleurs. Monsieur Yessad, salam alaikum.
Et en fait, moi, comme je viens d'arriver, il avait commencé sur quoi, Jacob, pour pas que je vais pas le détourner du sujet auquel il déroule. Alors, excuse-moi, je te laisse redescendre alors, et puis tu écoutes d'en bas, et puis si tu as une question sur le sujet, éventuellement, tu pourras remonter, il n'y a pas de souci. L'émission a commencé il y a bientôt 1 heure, et si jamais pour la revoir, n'hésitez pas à la chaîne Altitude sur YouTube. Bon, toi, tu vas dégager parce que je te vois déjà depuis en bas là. Allez, oust. Monsieur Cohen, Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais juste préciser quelque chose pour nos auditeurs, hein, effectivement, puisqu'il y a souvent je regarde un petit peu souvent, les commentaires, hein, sur votre chaîne, voilà, et en fait, moi, ce que je veux préciser, aujourd'hui dans cet entretien avec monsieur Cohen, c'est que, nous avons décidé il y a maintenant presque 3 ans de faire cette chronique hebdomadaire, hein, en parlant de sujets d'actualité et surtout basés sur la géopolitique au Moyen-Orient et tout ça. Mais il faut savoir que moi, Altitude, alias Wari, je suis voilà, youtubeur, j'ai pas le bagage intellectuel où Monsieur Cohen, c'est lui qui apporte les analyses, c'est lui l'intellectuel, c'est lui l'écrivain. Je suis même pas un journaliste, et c'était juste voilà, pour préciser tout simplement, hein, quand vous écoutez la chronique avec monsieur Cohen et moi-même, moi j'interviens un peu, je donne un peu voilà, de contenu, j'apporte un petit peu de. Voilà, et je fais aussi intervenir les auditeurs. Voilà, donc si vous avez des critiques à faire, pardon, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout sur les analyses qu'apporte monsieur Cohen qu'il faut poser des questions et rebondir sur ces questions. Voilà. Monsieur Cohen, bon, on est à quasiment 1 heure. Je voulais juste. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rebondir? Non. Bon. Monsieur Cohen, je voulais juste oui. poser une question. C'était concernant une actualité un petit peu, comment dirais-je, je sais même pas si je devrais en parler, mais ça suscite un petit peu des questionnements comme ça sur les réseaux. C'est Oui. lié à la déclaration du 14 décembre par le mouvement d'autodétermination kabyle, présidé Oui, par Ferhat Behani. Heu, oui. est-ce que vous avez entendu parler de cette date du 14 décembre? Euh, non, mais je sais que non, mais je sais euh, il a été reçu par le Parlement britannique, et je crois qu'avoir entendu quelque chose comme ça, oui. Donc apparemment, bon, il est manipulé par le Mossad, c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est presque, enfin, c'est une banalité de le dire, c'est une lapalissade. Donc, il est l'instrument du Mossad et d'autres services occidentaux, et qui ont décidé, à mon avis, quand j'ai vu ça, parce qu'il est à ce moment, il est dans l'actualité, à mon avis, ils ont décidé de frapper un grand coup grâce à lui, ou en le mettant en avant, et donc de fragiliser un peu le gouvernement algérien, parce que si jamais il y a une déclaration d'indépendance qui peut-être reconnue ou aidée officiellement, etc., je crois que l'Occident a décidé de précipiter les choses. Quand j'ai vu les manœuvres diplomatiques autour de ce mouvement récemment. Oui. Alors, monsieur Cohen, est-ce qu'elle est, Oui. elle est pas un petit peu utopique, cette déclaration, un peu Évidemment, comme le Grand Israël, hein. Elle est, évidemment, elle est utopique, mais elle est quand même, comment dire, c'est un caillou dans la chaussure, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, bien sûr, elle n'a aucune chance, voilà. Mais voilà, ça permet quand même d'égratigner, comment dire, de gêner. Bon, voilà, mais c'est sûr qu'elle n'a aucune chance d'aboutir, voilà, dans le cadre actuel. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est là, euh, qui gêne, voilà. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est pas, bien sûr, on sait très bien
qui n'a aucune chance. Monsieur, Mais, monsieur, monsieur Cohen, comment dire, oui, allez-y, allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé. oui, mais on a, comment dire, on a un objet comme une pique qu'on peut utiliser de temps en temps pour harceler le pays en question. Voilà. Alors, je vais peut-être vous apprendre quelque chose que j'ai découvert tout récemment, c'est Oui. que ce Ferhat Mehani était dans l'avion en 1994 qui avait été détourné, l'avion d'Air France Ah bon. à l'époque. Et en fait, bah, c'est quand même assez surprenant de le voir aujourd'hui, 30 ans après, faire cette déclaration. On a l'impression, vous l'avez dit tout à l'heure au début de votre intervention, qu'il y a bien quelqu'un qui le pilote. C'est un personnage fabriqué par le Mossad et d'autres services. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'aurait eu, mais comment il aurait pu approcher, être accueilli par le Parlement britannique s'il n'y avait pas le Mossad derrière et les Sayanim? Qu'est-ce qu'il est? Il ne représente rien. Alors que lorsque le Mossad met en œuvre tous ces Sayanim, il peut arriver à pas mal de choses, ce type-là. Il aura, par exemple, il y a des interviews. Eh ben voilà, mais les interviews, c'est quoi? C'est un coup de fil de BHL qui connaît très bien les dirigeants de toutes les chaînes. Et voilà, donc c'est comme ça que ça marche. D'accord. Et est-ce que vous pensez, du moins, que le gouvernement algérien est plus ou moins, comment dirais-je, inquiété ou comment dirais-je, s'occupe de cette affaire ou on n'a strictement rien à faire là de cette déclaration qui va avoir lieu? Non, je crois pas. Enfin, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Encore une fois, enfin, je veux dire, il n'y a aucune chance. Enfin, il n'y a vraiment, il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit d'ailleurs, même de mener une campagne contre lui ou quelque chose, parce que au contraire, il ne faut pas le mettre en avant. Mais disons, c'est une arme comptante. Voilà, par exemple, comme Boualem Sansal qui fait des déclarations sur le Sahara oriental maintenant. Donc en fait, ce sont des petites piques, vous savez, comme le torero, là, quand le toréador, avant d'affronter le taureau, il y a des gars à lui, des aides, qui ont des banderies qui piquent le taureau pour l'affaiblir, etc. Moi, je donne cette image, c'est-à-dire, voilà, on veut piquer un petit peu l'Algérie, lui dirait attention, fais gaffe, etc. Voilà. Bon, ils essayent, mais c'est pas ça qui va. Je crois pas, enfin, ça n'a aucune chance parce que, je veux dire, le pays est costaud, enfin, aucun pays ne reconnaîtra vraiment, n'osera se lancer dans une reconnaissance formelle, etc. Enfin, c'est totalement impensable. Mais ce sont des petits gestes qui énervent, voilà. Oui, alors, monsieur Cohen, est-ce que vous accepteriez, vous, d'être, admettons, par exemple, si on vous inviterait dans un média, hein, par exemple, I24 News, est-ce que vous accepteriez d'y aller? Alors, ça dépend. Euh, Si c'est en direct et si on me laisse le temps de parler. Voilà. Oui, j'accepterai, mais assez conduit. Vous savez, une fois, j'ai fait l'expérience, j'étais invité, j'étais avec, oh zut, comment il s'appelle déjà, celui le pianiste qui s'est Ah, réfugié à Istanbul. Mon Dieu, c'est pas possible. j'ai oublié Celui son nom aussi, je suis désolé. qui il était à ER, qui a parlé de Oui, oui, franc-maçonnerie. oui, non, mais je vois tout à fait, monsieur Cohen, ça va Je me suis revenir. désolé. On était invités tous les deux par Arte. Et on était très contents parce qu'on s'était dit, ah, quand même, Stéphane Blais. voilà, Stéphane Blé. Alors, ça devait être en 2016 à peu près. Et je me souviens, on avait tourné, il fallait voir, enfin, c'était une triple production, une coproduction allemande en langue allemande, hein,
allemand, Autriche et Suisse. Donc, vous imaginez les moyens qu'ils ont mis. Bon. Et à Paris, il y a ce qu'on appelle un institut d'histoire germanique et qui ont un très beau jardin. Et on avait tourné là-bas. C'est moi d'ailleurs qui leur avais suggéré ce lieu parce qu'il m'arrive d'aller là-bas pour travailler, enfin bouquiner. Ils ont un super jardin, c'est dans le Marais, à côté de la place des Vosges. Et on a tourné, moi ils m'ont fait parler pendant, je sais pas, 20-25 minutes. Stéphane Blé, pareil. On était très contents, on est partis, etc. Voilà. Mais on ne savait pas ce que c'était. Et en fait, un mois après, on découvre que de tout ce que j'ai dit, ils ont retenu 52 secondes. Je les ai comptés. 52 secondes, pourquoi? Pour me faire dire quelque chose. Et après, il y a quelqu'un qui est venu me démolir. Donc, en fait, j'ai servi de punching ball. Voilà. Et Stéphane Oui, Blé, pareil. c'est la stratégie des médias, ça. Ouais. Oui, mais moi, sincèrement, je ne savais pas. Je ne savais Eh pas. oui. Et donc, ou non, je ne savais pas, c'est-à-dire, je me disais, enfin, je ne connaissais pas. Mais voilà, maintenant, j'ai tiré la leçon. Je me dis, si un site veut m'interviewer, que ce soit en direct, donc ils ne peuvent pas me couper, ils ne peuvent pas interpréter, etc., et que j'ai l'occasion de parler librement pendant longtemps, pas une minute ou deux. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui sont invités, vous savez, il y a des gens qui sont invités, par exemple, sur, je ne sais pas moi, les télés. Mettons, quelqu'un qui est pour un peu pro-russe, par exemple. Bon, seulement il est entouré par 5 ou 6 personnes qui sont pro-ukrainiens. On le laisse parler pendant une minute ou deux et après on lui tombe dessus. Voilà. En fait, il sert d'appât pour le tuer, enfin l'assassiner symboliquement et montrer aux gens, aux téléspectateurs, regardez, celui qui défend la Russie, il ne vaut rien, etc. Voilà. En fait, c'est ça la technique pour décrédibiliser un pro-russe, par exemple. On l'invite, mais avec 5 ou 6 pro-ukrainiens. Et on le démolit. On ne le laisse pas parler, on l'interrompt, etc. Donc, moi, j'accepterai plus, mais, enfin, j'accepterai jamais. Mais, par exemple, maintenant que j'ai eu cette expérience avec Arte, donc je saurai me défendre. Voilà. Et donc, j'accepterai pas d'entrer dans leur jeu. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein, Très Monsieur bien. Cohen. Merci d'avoir répondu aux questions et Bon, on se donne rendez-vous comme d'habitude vendredi prochain. très bien. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Les amis, merci à tous d'avoir participé. Je vous invite, pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne Altitude sur YouTube pour revoir depuis le début en rediff. Et aussi, pour celles et ceux qui veulent soutenir pour qu'on puisse diffuser en multiplateforme, hein, via StreamYard, vous avez le petit bandeau en haut là, vous pouvez faire un petit geste et comme ça on pourra à l'avenir revenir à des diffusions sur toutes les plateformes, hein, voilà. Excellente soirée à vous, un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain 19h30. Salam alaikum.